dans ce numéro spécial du Culture Mag, un grand entretien consacré à l'un des écrivains italiens les plus emblématiques de cette époque, Erri De Luca. Bonjour. Bonjour. Un pur napolitain totalement amoureux de sa ville natale, Naples, militant politique, ouvrier par choix, alpiniste par passion et bibliste par émotion. Erri De Luca, l'italien que les Français adorent lire et soutenir, l'italien qui a appris l'hébreu, le yiddish, l'hébreu ancien, le yiddish, et qui par ailleurs visite Israël souvent. Alors avec lui, avec vous, si vous le voulez bien, nous parlerons engagement politique, nous parlerons violence, nous parlerons de la guerre et des guerres, nous parlerons peut-être de Dieu, et si on a le temps, on parlera des montagnes du Népal qu'il aime ou qu'il aimait arpenter avant son accident. Bonjour Erri De Luca. Bonjour. Alors, ce n'est pas la première fois que vous êtes en Israël. Vous êtes invité à un colloque organisé par les amis de l'Université de Tel Aviv sur la théma « Écrire la guerre ». La Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais avoir votre point de vue, Erri De Luca. Est-ce qu'on peut venir ici parler de la guerre sans évoquer les guerres d'Israël et notamment la dernière, celle de Gaza? La guerre a été un argument qui nous a marqués parce que nous avons sauté le tour, parce qu'il y a eu dans la génération de mes parents la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité, la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette destruction était si géante qu'elle est rentrée dans nous, comme première génération, comme héritage. Nous avons hérité les histoires de la guerre. Donc ça, c'est ce dont vous avez parlé à ce colloque. Mais votre rapport sur les guerres qu'il y a dans ce pays que vous aimez, Israël? Ce pays est né sur un acte de légitimité internationale qui a débuté avec une guerre. Refusé par les autres pays qui étaient autour. Et donc, ça a commencé avec une guerre. Et donc, sa déclaration d'identité a commencé avec une déclaration, avec une nécessité de se battre pour rester là. Et donc, vous pensez que ça va continuer toujours comme ça? Je pense que ça va continuer jusqu'au moment où les guerres se terminent par paresse, par fatigue. Par fatigue. Si on ne peut pas vaincre, par gagner, épuisement des deux côtés. Par épuisement. Et alors, je sais qu'il y a un épuisement dans la population d'Israël et dans la population de la Palestine. Erri De Luca, c'est donc pas la première fois que vous venez en Israël. Je voudrais comprendre votre attachement à ce pays et pour comprendre votre réponse, je vais expliquer 2-3 choses à nos téléspectateurs. Donc vous êtes un homme de gauche, vous êtes engagé dans les années 60-70 à la gauche de la gauche italienne, vous avez été à Lotta Continua. Je ne sais même pas si vous avez été anarchiste. La plupart de vos camarades de l'époque ont plutôt rejoint la cause de l'OLP et vous êtes plutôt du côté d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je me suis détaché de ce côté avec le Munich, oui, avec les Jeux olympiques de Munich. Et le moment où j'ai dû faire face à des autres juifs tués en Allemagne, alors pour moi c'était la rupture. Je suis quelqu'un qui a grandi avec, dans son enfance avec comme héros de mon adolescence Marek Edelman. Je connaissais sa vie et le ghetto de Varsovie. J'ai décidé d'apprendre le yiddish après avoir été dans le 93 à Varsovie pour le cinquantenaire de l'insurrection du ghetto. Je connaissais les rues, les histoires. J'ai traduit de l'yiddish le récit poétique de la destruction, que le chant du peuple juif mis à mort de Yitzhak Katzenelson. Donc ça fait partie de mon éducation sentimentale. Mais ça veut dire que votre rupture est née de Munich. Et après Munich, donc vous vous êtes engagé et à la fois dans les textes sacrés et à la fois dans le yiddish pour faire un pied de nez à Hitler d'une certaine façon. Parce que j'ai l'impression que tout est mélangé. D'abord, dans le 67, j'étais pour Israël, bien entendu, dans le 67. Après, il y a eu À l'époque, vous étiez ouvrier, il faut le dire. Non, j'étais encore étudiant à 67. Vous êtes engagé comme ouvrier après? Je me suis engagé comme ouvrier après. Différemment, je n'ai pas fait l'ouvrier par choix, parce qu'on ne fait pas ce métier par choix. On le fait par nécessité. Je le fais pour 20 ans, donc je le fais pour nécessité.
Et dès que vous étiez étudiant, vous étiez dans les rangs de la gauche, la gauche italienne. Si. Voilà. Et ça a marqué votre rupture. Et oui, l'attentat de Munich m'a fait détacher du côté OLP. OLP, de ces raisons. Oui, OLP. Oui. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur vos engagements politiques et sur l'époque d'aujourd'hui, Erri De Luca. Est-ce qu'avec le recul, vous êtes un homme sage maintenant, est-ce qu'avec le recul... Est-ce que je vous semble sage? Oui, vous m'avez l'air sage. Si, vous avez l'air tout calme, tout apaisé, avec vos sandales, tout doux, l'homme qui marche en montagne. Non, je voudrais savoir si, au regard de l'époque d'aujourd'hui et de votre expérience, est-ce que vous avez le sentiment que vous vous êtes trompé dans les engagements politiques ou qu'il y a eu des échecs? Non, j'ai fait la chose juste au moment où il fallait la faire. Donc je suis apaisé avec mon passé. Je ne renie pas les raisons de l'engagement du jeune homme que j'étais aujourd'hui. Mais l'époque, elle doit vous décevoir là aujourd'hui, non? Je m'imagine que si je pourrais rencontrer le jeune homme que j'étais, il pourrait me serrer la main. Oui. Voir en moi la continuation de lui. Mais l'époque aujourd'hui, est-ce qu'elle vous déçoit? Non. Elle est où la lutte aujourd'hui, la révolte? La révolte, je n'ai pas besoin de révolte. Je ne suis pas un révolté. Je suis quelqu'un qui se met à côté de certaines luttes civiles de mon pays qui prétendent mon attention et mon offre d'écoute publique de cette lutte sociale. Parmi les derniers combats que vous avez soutenus, on vous a vu à la télévision italienne déclamer un poème magnifique pour les migrants. Déjà, je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous avez fait et ensuite, je voudrais savoir si c'est ça aujourd'hui, les combats de l'époque. Pour moi, ça, c'est l'ordre du jour du monde, de mon monde. L'immense dérive des migrations à travers l'Afrique, à travers l'Orient, qui est en fuite de guerre et de destruction. Donc ça, c'est l'enjeu pour moi du moment. Et j'ai écrit ce poème que vous avez dit, Mare Nostrum, le mer à nous, qui n'est pas dans les cieux. Et je l'ai écrit à Lampedusa. À Lampedusa, le mois de septembre, quand j'étais là pour l'anniversaire d'un des grands naufrages de l'île. Donc je me suis adressé directement à la mer, parce que c'est elle qui accueille, comme elle peut, c'est elle qui accueille les vies et les visites de ces migrateurs. Et les cadavres aussi. Vous pouvez nous donner une strophe de ce poème, en italien ou en hébreu, même si vous êtes capable de le faire en hébreu? Notre mère que tu n'es pas dans les cieux, accueille, qui entoure les bords de l'île et les bords du monde, sois béni ton sel, sois béni ton fond. Accueille les embarcations surchargées, sans une route sur tes vagues, les pêcheurs sortis dans la nuit, leurs filets parmi tes créatures qui revient le matin avec la pêche des naufrages sauvés. On va passer à un autre sujet, Erri De Luca. Où en est la condamnation qui pèse sur vos épaules pour apologie de la violence? Il y avait un procès en mars, on en est où? Donc, c'est mon incrimination et instigation à commettre des crimes. Et c'est un code qui vient du régime fasciste de l'Italie, c'est de 1930. Et c'était utile pour silencier les oppositeurs. Et c'est la première fois qu'il vient d'être appliqué à un écrivain en Italie. Il faut quand même rappeler, hein, vous avez donné une interview dans le Huffington Post italien et vous avez dit que la ligne de TGV Lyon-Turin était épouvantable et vous avez appelé à la saboter. On la sabote ou on ne la sabote pas? J'ai dit que cette ligne inutile et dangereuse doit être sabotée. Et ce verbe saboter a été le verbe de mon incrimination. Et je suis contre la limitation de ce verbe au dommage matériel. Mais aujourd'hui, on la sabote ou on ne la sabote pas? On l'entrave, on la retarde, on l'empêche. Il y a
c'est plus que 20 ans que cette petite vallée civile a réussi à retarder cette œuvre, donc à la saboter. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est-à-dire que vous, homme de gauche, vous soutenez les altermondialistes, les zadistes aujourd'hui, et on n'a pas... Enfin, les zadistes, les gens qui ont les zones à défendre, et on se dit, tiens, est-ce que finalement, les gens qui veulent faire changer les choses, qui vont vers le progrès, et ceux qui sont contre le fait de vouloir changer les choses, est-ce que d'une certaine façon, et je pose la question à vous, homme de gauche, c'est pas une certaine forme de conservatisme? Conservatisme, oui, s'il faut abîmer une vallée, il faut la conserver. C'est une résistance pour la survie de l'environnement de cette vallée, parce que les montagnes à percer sont pleines d'amiante. Donc c'est une question de survie, oui, et pas de beauté de l'environnement. Et en plus, cette ligne ne sert pas, parce qu'il existe déjà une ligne Torino-Lyon qui viage vide pour détier de marchandises et de passagers. Donc en fait, vous assumez, vous maintenez vos propos et oui, bien entendu. D'accord, donc vous allez aller à la cour et vous... Je risque, dans le cas de condamnation, d'un 1 an à 5 ans de prison ferme. Il y a énormément de gens qui vous soutiennent, il y a beaucoup de Français, d'intellectuels, d'éditeurs qui vous soutiennent. Et de lecteurs. Erri De Luca, vous êtes un écrivain absolument formidable parce que vous n'êtes pas né écrivain, vous étiez d'un milieu bourgeois, ensuite désargenté, ensuite vous avez été ouvrier, vous l'avez dit, vous avez fait le plus vieux métier du monde en parlant du fait d'être ouvrier, notamment à Fiat. Et puis ensuite, vous êtes devenu écrivain et vous avez raconté votre histoire familiale et Naples dans lequel vous êtes né. Est-ce qu'aujourd'hui, je pose toujours la question d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir accès comme ça à l'élite, à la culture, en venant d'un milieu prolétaire? Est-ce que ça existe encore? Bien sûr. La littérature a la possibilité, les livres, les pages, la poésie ont la possibilité de surmonter les vagues, les murs, les... Oui, ça c'est des belles phrases, mais... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, ok. C'est vrai. On peut. Oui, on peut. On peut. Même, je viens d'un siècle où les poètes, les écrivains, ont été incriminés, ont été arrêtés, ont été emprisonnés, ont été tués pour ça. Donc je viens d'une grande leçon qui vient de mon siècle, de mon temps. Je suis un élève de ce siècle. Et je sais que les grands écrivains et les grands poètes que j'ai aimés étaient des gens communs, qui venaient du milieu le plus simple. Du milieu le plus simple. Moi, j'ai l'impression que l'époque avait changé. Erri De Luca, on va bientôt terminer cette émission. Vous nous avez expliqué donc pourquoi vous aviez appris l'hébreu ancien, parce que voilà, c'est une espèce de passion. C'est comme un mantra. Tous les matins, vous lisez les textes en hébreu. Vous apprenez aussi, aussi le yiddish. Vous avez dit dans une interview, je suis un homme sans Dieu, ou je ne suis pas un homme sans Dieu, mais je ne crois pas, je voudrais savoir où vous vous situez entre Dieu, les textes bibliques, et puis peut-être, voilà, ici, Israël. Je suis un non-croyant. Ça veut dire que tous les jours, je ne crois pas. Je ne peux pas m'adresser à la divinité. Je suis un lecteur de cette histoire. Parce que cette histoire est le fondement de notre civilisation religieuse. Et cette histoire, je le sais comme lecteur directement de l'ancien hébreu, a été mal traduite depuis des siècles. C'est un peu orgueilleux, non? Non, c'est évident. C'est évident, parce que toute la tradition de la tradition chrétienne a employé ce texte comme un espèce de produit brut qui devait être raffiné par la chrétienté. Donc, ils emploient les traductions comme une manière de démontrer la suite. Et donc, je peux dire que les traductions de la Bible sont les pires traductions de l'histoire de la traduction du monde. Ça, c'est au moins ça, c'est dit. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu des montagnes, parce que j'ai l'impression que c'est devenu ça aujourd'hui, la lutte. C'est se faire du bien aux autres, défendre la nature, les montagnes. On a vu un documentaire que vous avez réalisé sur les arbres. Vous marchez beaucoup, vous êtes allé au Népal souvent. Est-ce que dans le tremblement de terre, vous avez perdu des amis, Sherpa, et qu'est-ce que c'est pour vous d'aller comme ça marcher dans la montagne? C'est quoi, c'est mystique? Non, c'est pouvoir s'offrir un grand paysage, un grand désert, l'approcher avec la lanterne nécessaire à la vitesse de l'homme, que c'est aller à pied. Donc c'est l'approche la plus normale et naturelle
Et pour moi, c'est plutôt une façon de m'éloigner de mon point de départ, plutôt que d'arriver quelque part. J'arrive tout simplement le plus loin possible de mon point de départ. C'est très joliment dit. Merci beaucoup Eri De Luca. Merci beaucoup aux amis de l'Université Tel Aviv qui vous ont invité à ce colloque. Merci à Dorothée Janin qui nous a aidé à préparer cette émission. Et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour un nouveau journal. J'aurais voulu vous poser plein d'autres questions, notamment qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la jeunesse israélienne. Mais vous reviendrez parce que vous venez souvent en Israël, n'est-ce pas? Merci. Grazie.